Vous ne prenez jamais assez de départ. Tous les jours, vous devriez en faire de 15 à 20. Tous les jours. À vos marques. Prêt. Ce joueur se trouvant démarqué peut shooter au but. Pars et garde ton rythme. Allez, 3 minutes, hein, c'est ça. Ralph Hippolyte, je suis né le 14/2/49 à Port-au-Prince, Haïti. J'y ai fait mes études jusqu'au baccalauréat. À l'âge de 17 ans, j'ai émigré aux États-Unis, où j'ai fait des études de psychologie et d'histoire. De retour des États-Unis, aux États-Unis, j'étais entraîneur universitaire et entraîneur de club avec de bons résultats. J'étais 2 fois vice-champion des États-Unis avec des équipes de côte Est, ce qui ne s'était jamais fait avant. La Suède m'offre un contrat en 1981. Je bouge en Suède où je travaille avec 2 équipes, une équipe féminine, une équipe masculine du club de Nyköping et avec l'équipe nationale masculine qui va devenir une équipe de niveau mondial avec plusieurs joueurs qui ont joué au très haut niveau. Pendant mon passage aux États-Unis, l'équipe française junior était venue s'entraîner et là-bas, j'ai pris contact avec les entraîneurs. Et en 1983, quand la France cherchait un entraîneur féminin, ils m'ont demandé de prendre l'équipe féminine que j'ai entraînée de 1983 à 1990. Après, je suis parti en Grande-Bretagne comme DTN de volleyball. Et de retour en France, j'ai eu l'opportunité de devenir professeur de méthodologie de l'entraînement à l'INSEP, d'abord comme contractuel, maintenant comme titulaire. Actuellement, je travaille comme prof de méthodologie de l'entraînement et je fais beaucoup de travail sur la préparation mentale avec beaucoup d'athlètes dans beaucoup de contextes et des cours avec des entraîneurs nationaux de plusieurs pays, dont la Hollande, la Grèce et la Suisse. Ma carrière de volleyball a commencé en Haïti, chez les frères de l'instruction chrétienne, à 90% des Bretons. Mais dans la cour, on jouait souvent au volleyball. Et tous les jeunes, à un moment donné, ou bien allaient au foot, ou bien allaient jouer au volleyball. Moi, je me suis mis à jouer au volleyball. Et mon sport, à l'époque, c'était le lancer du poids, où j'ai été champion du pays. J'ai encore le record national du lancer du poids. Mais au fur et à mesure, je vais me tourner vers le volleyball. Et je vais faire partie de l'équipe universitaire. Et en 1967, je vais jouer en équipe nationale d'Haïti. Après ce passage en équipe nationale, j'ai émigré aux États-Unis. Et là-bas, je vais recommencer à jouer et je vais obtenir une bourse d'études à Pepperdine University pour jouer au volleyball. Là, je joue au plus haut niveau des États-Unis et une blessure au genou va mettre fin à ma carrière de sportive. Donc, j'arrête et je ne prends pas le contrat qui m'avait été offert, professionnel, qui m'avait été offert à Palma de Majorque en Espagne. Donc, je rentre à New York et là, je travaille dans un YMCA et j'enseigne dans les camps d'été de volleyball. Et là, je vais entraîner un groupe de jeunes filles de l'Université de Pennsylvanie, qui est une grande école américaine. Et les filles vont voir la direction universitaire. Nous avons trouvé notre entraîneur. Et en 1975,
1975, je me trouve entraîneur à l'Université de Pennsylvanie, employé à plein temps et entraîneur des 2 meilleurs clubs de la côte Est. Donc c'est comme ça qu'a débuté ma carrière d'entraîneur, ma venue au volleyball. D'abord joueur de haut niveau, ensuite entraîneur un peu par chance. Et finalement, ma formation d'entraîneur va commencer dans les camps d'entraînement aux États-Unis, où on doit travailler avec des jeunes 6 semaines chaque été, et en prenant le poste à l'université, donc j'étais devenu entraîneur professionnel. Ce que je fais depuis 1975, je suis entraîneur professionnel de volleyball jusqu'à l'année dernière. À un moment donné, j'étais très curieux, je voulais savoir tout ce qui se faisait dans le monde. Donc j'ai travaillé avec des Russes, avec des Tchèques, des Roumains, des Allemands de l'Est, des Coréens et beaucoup de Japonais. J'ai travaillé 2 ans avec des entraîneurs japonais de haut niveau et des Chinois. Donc j'ai eu la chance de rencontrer toute la panoplie des écoles connues de volleyball de l'époque. Passionné, je me suis mis à faire traduire tous les manuels et à essayer de trouver toutes les cassettes qui étaient disponibles sur le sujet. Mon passage en Californie va me permettre de rencontrer ce qui se faisait de mieux dans l'école américaine et je me suis rendu compte des manques. Donc on s'est tourné à l'époque vers les Japonais qui avaient une école construite et qui en fait construisaient le volleyball aux États-Unis. Donc j'ai fait partie de tous les entraîneurs américains de très haut niveau qui ont développé le volleyball aux USA. Fin des années 70 et début des années 80, va se créer l'école de volleyball américaine. L'école de volleyball américaine, c'était s'appuyer sur les fondamentaux japonais et trouver ce qui se faisait de mieux aux États-Unis. Donc plusieurs entraîneurs à l'époque vont aller voir les entraîneurs de football américain et ils vont s'inspirer de la méthode de l'entraînement et de préparation des entraîneurs de foot américains et ils vont faire le transfert au volleyball. D'ailleurs, ça va être la fameuse révolution du volleyball qui est utilisée jusqu'à présent. Donc, je peux dire que dans ma formation de volleyball, j'ai été influencé par 2 grandes écoles. L'école américaine, qui est une école purement tactique de préparation de match et d'utilisation de technologie, et l'école asiatique, qui est une école purement technique et d'approche des fondamentaux et de beaucoup de répétitions, pour arriver finalement à mon école à moi, qui est une combinaison de plusieurs écoles et les découvertes et les leçons tirées par mon enseignement dans un milieu où il faut avoir des résultats. Donc les résultats forcent la créativité de toute manière. Dernière chose, arrivé en France, je vais être confronté à l'école française du sport en discutant beaucoup par le bas avec tous les professeurs qui se retrouvaient à l'INSEP. Donc je vais un peu m'imprégner de la culture française des sports co, que je vais au fur et à mesure adapter, prendre des choses intéressantes et adapter mon savoir par rapport à ce que moi j'avais de mon expérience. Je pense aussi avoir apporté des choses à la maison parce que déjà à l'époque je parlais d'utilisation de l'informatique qui va être appliquée par le volleyball et les autres. Je parlais déjà beaucoup de l'utilisation de la vidéo, de la préparation de match, beaucoup de sujets maintenant qui sont communs dans la maison, mais en 83, ça n'existait pas. On répétait des schémas par rapport à beaucoup de choses
Il n'y avait pas une focalisation des systèmes comme le faisaient les anglo-saxons à l'époque. Donc, c'est un peu ça, et avec cette école, on va modifier le volleyball pour l'emmener au niveau où on est maintenant. Sur le plan du travail d'entraîneur, la base est la suivante. Pour moi, au départ, tout est basé sur une philosophie. Okay? La philosophie qu'on se donne construit toute sa méthodologie, tout son travail d'entraîneur. Imprégné un peu d'une école anglo-saxonne, je dis qu'il n'y a pas de différence entre l'entraînement et le match. Donc, c'est une implication totale, un investissement, un engagement total et permanent à l'entraînement. Donc, on ne peut pas se permettre d'être à moins de 100% quand on s'entraîne. Vaut mieux ne pas s'entraîner que de s'entraîner à 80 ou à 75%. Donc, l'idée, toujours, philosophie, une recherche d'engagement total, une recherche presque de la perfection dans l'entraînement. Donc, recherche esthétique, tactique, et dans beaucoup de choses, la beauté du jeu, plus l'efficacité du jeu, ça a été 2 points importants de la philosophie de travail. Deuxièmement, trouver des grands principes d'action. C'est là peut-être qu'est intervenue l'école des sports collectifs français. Les anglo-saxons sont plutôt basés sur l'efficacité, à tout prix, sans vraiment s'appuyer sur une logique interne et des grands principes. Le passage en France va me faire déterminer des grands principes d'action qui vont coordonner et cibler ma façon d'aborder les choses. En sachant que pour moi, je ne fais pas de différence dans les charges. Trop souvent, l'entraîneur ne parle que de charges physiques. Pour moi, dans le sport, il y a constamment 3 types de charges. Une charge physique, une charge mentale et une charge émotionnelle, qui sont intimement liées et qui sont tout le temps présentes. Et en fait, c'est le mental et l'émotionnel qui font la différence dans le sport de haut niveau. Donc, tout ce qui est concentration, surmonter sa peur, son anxiété, c'est aussi important, même plus important que les données physiques de l'entraînement. Donc, très important pour moi, cet engagement permanent, cet investissement, cette envie permanente de se réaliser à travers ce que l'on fait, de se donner à fond, d'avoir un rêve qui n'a pas de limite. Donc, comme disent les Américains, the sky is the limit. Donc, toujours aller, si on se bat pour quelque chose, c'est pour être le meilleur au monde. Donc, quelle est la base? Que font les meilleurs au monde? Eh bien, il faut se comparer. Si on n'est pas capable de faire comme eux, il faut créer d'autres systèmes qui permettent de rendre meilleur. Donc, ça a toujours été un point, ça a toujours été une méthode, ça a toujours été un travail. Donc, partir sur des seuils, des principes, des règles de la performance et construire son entraînement pour toujours essayer de faire reculer ses limites. Pour moi, s'il n'y a pas d'endurcissement dans l'entraînement, que ce soit physique, mental ou émotionnel, il n'y a pas de progrès et il n'y a pas d'entraînement. Il n'y a pas d'entraînement à moitié, il n'y a pas d'entraînement au quart, c'est je me donne à fond ou je ne fais rien. La rencontre Tchécoslovaquie-URSS constitue la finale de ces championnats du monde. Les Tchèques jouent en maillot sans manches. Appliquant sensiblement le même jeu, les 2 formations se présentent avec le même désir de vaincre et les mêmes chances. Les Russes, dynamiques et acrobatiques, se heurtent à l'une des meilleures défenses du monde. L'une de mes passions, c'était d'étudier le jeu depuis les années 40, 49, 50, etc., de voir ce qui se passe et de voir l'évolution et de voir comment ça s'est passé. Le volleyball a beaucoup bénéficié au départ de l'école russe, avec, par exemple, le premier à avoir organisé une équipe avec un passeur, c'est un chef d'orchestre russe qui était passeur en volleyball. Il s'est mis et il a mis en place, il a organisé l'équipe. Donc, au départ, les Russes et les Tchèques vont organiser le volleyball, vont codifier le développement collectif et le travail du volleyball. Après, les Asiatiques vont le prendre et le développer
à travers beaucoup de répétitions, y compris le fameux Daihatsu dont on a parlé, qui faisait des entraînements d'une brutalité avec des milliers de répétitions, 8 à 10 heures d'entraînement par jour, etc. Donc à l'asiatique, qui a été gardé jusqu'à aujourd'hui, les Asiatiques n'ont pas évolué. Donc historiquement, le volleyball prend ses lettres de noblesse comme le judo en 64 à Tokyo. Mais ce qu'on n'a pas assez dit, c'est qu'en 64, le volley avait établi un record d'audience dans un sport industrialisé dans la finale entre les Russes et les Japonaises. Une plus grande audience que pour la finale de judo entre Gesink et le Japonais. Donc c'était devenu un peu disons, le ralliement, le travail collectif, le ralliement de la nation japonaise. Et cette montée, ce travail, au fur et à mesure, le volleyball, jeu olympique, va prendre ses lettres de noblesse à partir de 64. Mais la deuxième grande évolution du volleyball, d'après moi, va venir des Italiens, qui vont professionnaliser le sport. Ils vont amener beaucoup d'argent dans le volleyball. Maintenant, depuis les années 80, les Italiens ont lancé une ligue professionnelle et tous les pays qui jouent au volleyball, maintenant, ont des ligues professionnelles. C'est le niveau de la ligue professionnelle, en fait, qui détermine le niveau du volleyball dans un pays. Donc, quelque part, c'est devenu un sport professionnel. Et le volleyball a suivi les tendances des sports collectifs plus vite, plus haut, plus fort. Donc, toujours dans cette notion-là, avec des tactiques de plus en plus épurées, de plus en plus efficaces, où on utilise l'espace, le temps et la profondeur de manière optimale, et des organisations très codifiées, avec l'utilisation de la vidéo, où on étudie de façon très précise, chaque coup est étudié. Tous les coups faits dans le match, etc., chaque coup est étudié, donc on se retrouve, comme parlaient les entraîneurs de rugby, sur des préparations de match où, sur 3 ans, sur 10 ans, on a analysé tous les coups qu'on jouait une équipe. Donc, c'est 10 ans de données pour arriver à un travail, et c'est toujours gagner 1/10 de seconde, quelques centimètres de hauteur, et la même problématique que les sports co, être capable de jouer vite, prendre l'adversaire de vitesse, contre-attaquer avec spontanéité, vitesse et force. Et maintenant, il y a une tendance qui arrive, c'est le fameux service smashé que les Russes sont en train de reprendre le dessus, parce qu'ils sont maintenant arrivés à retrouver des athlètes qui tapent des services à 130 km/h au-dessus du filet. Ils ont 4 ou 5 joueurs qui font ça, et ils sont en train de redominer le volleyball mondial avec une notion de hauteur, des athlètes de 2,17 m, 2,16 m, beaucoup de force et beaucoup de vitesse. La seule équipe à résister, c'est le Brésil, parce qu'ils ont aussi des athlètes formidables. Mais sur le plan purement tactique, les 20 meilleures équipes mondiales jouent à peu près les mêmes systèmes, très vite, le plus haut possible, le moins de fautes possible, et toujours en essayant d'augmenter la force. L'esprit créatif reste l'arme principale de l'entraîneur. Parce que ce qu'on oublie, c'est que tout ce qui est dans l'espace-temps, tout ce qui est figé, tout ce qui est dit ne prend pas en compte la globalité de ce qui se fait. Donc beaucoup de choses sont des insights, des choses créées. Je peux dire que dans mon temps dans le volleyball, j'ai pu créer plusieurs systèmes qui ont été utilisés par des grandes équipes. Par exemple, le système offensif de la Hollande, par exemple, et des systèmes défensifs que j'ai utilisés, qui sont nouveaux, qui sont innovants, ou des techniques, etc., qui ont changé, qui ont fait évoluer le sport, qui sont cités, qui sont utilisés, etc. Parce que pour moi, il faut partir de tous les champs
être capable de combiner, d'apprendre de partout, combiner et créer quelque chose de nouveau. Créer quelque chose, c'est pas inventer quelque chose de toute pièce, mais c'est faire évoluer et partir d'autres champs pour créer quelque chose qui n'existait pas déjà. Donc, pour moi, on veut figer le savoir de l'entraîneur, mais on devrait plutôt faire appel à sa capacité d'avoir un esprit créatif. Ça reste l'arme numéro 1 de l'entraîneur. Et dernière chose, la capacité d'ouverture de l'entraîneur. Quand on parle d'entraîneur, capacité d'apprendre, d'écouter, de discuter avec tout le monde, d'apprendre de ses joueurs, d'apprendre de tous les champs, ça reste quand même une capacité importante de l'entraîneur. Que ce soit Laporte, maintenant rugby, qui prend de tous les champs. D'abord, Woodward, l'anglais, il avait 150 personnes autour de lui pour préparer la Coupe du Monde de rugby, y compris des personnes pour travailler sur les champs visuels des athlètes. Et tout le monde dans le football parle beaucoup de la capacité d'ouverture et de synthèse d'Aimé Jacquet et d'Arsène Wenger. Pour moi, ce n'est pas la capacité de fermeture, ni de stabilisation, ni de codification, c'est la capacité de créer, d'évoluer, d'adapter, d'écoute qui reste quand même le métier de l'entraîneur qui réussit, de l'entraîneur de demain et de l'entraîneur qui réussit. Trop souvent, on veut codifier des savoirs et l'entraîneur qui réussit, c'est celui qui invente un peu le quotidien de demain. Et c'est extrêmement vrai, par exemple pour les entraîneurs de jeunes, juniors, cadets, parce que les joueurs que je forme aujourd'hui joueront dans 10 ans ou dans 15 ans. Et si je fige le jeu d'aujourd'hui, j'hypothèque la carrière du jeune que j'ai avec moi. Donc l'entraîneur invente toujours le quotidien de demain. Donc c'est une partie de la philosophie, c'est ce qui m'a amené à toujours travailler autrement. Par exemple, dernier exemple, les équipes que j'ai entraînées ne faisaient qu'un cycle de musculation par an. Un cycle. J'ai jamais utilisé plus d'un cycle de musculation par an. Et avec les filles de l'équipe de France, jamais. Toujours trouver des méthodes annexes, toujours trouver d'autres manières partant sur une logique interne de l'individu, une individualisation très forte de l'entraînement, et la logique interne du jeu et de l'individu. Toujours une planification spécifique pour chaque personne. Une individualisation parfaite. Jamais deux joueuses n'ont eu le même programme de musculation, le même programme de préparation physique. Donc c'est ça le problème, toujours créer et s'adapter par rapport aux individus qu'on a en face, qui sont pour moi toujours un peu différents. Voilà. Je me perçois d'abord comme quelqu'un qui est totalement dominé et motivé par l'affectif. Donc le besoin d'être reconnu, le besoin de s'exprimer. Donc pour moi, la base du rapport et du travail reste la relation affective avec les personnes avec qui on travaille. Donc pour moi, ça reste la base essentielle. D'ailleurs, pour entraîner des équipes féminines, s'il n'y a pas un rapport affectif qui est bon, il n'y a pas de résultat. Mais je pense que ça va avec tout le monde. Donc la première chose, c'est le rapport à l'autre, le rapport affectif à l'autre. Et parfois avec la faute de penser qu'avant, on pouvait motiver les personnes. Maintenant, avec le recul, on ne peut plus motiver les personnes. Je pense que c'est l'individu qui se détermine, donc on doit aider la personne à se réaliser au travers d'une compréhension de l'autre et d'un rapport affectif. Donc je me vois plutôt comme quelqu'un qui voudrait permettre aux autres d'atteindre le plus haut niveau, en sachant que parfois, l'entraîneur, c'est quelqu'un qui amène des personnes à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire pour arriver à un objectif qu'ils voudraient atteindre. Donc, quelque part, on ne peut pas sortir de cet axe. Donc, il y a toujours une partie de contrainte dans le métier de l'entraîneur qui doit emmener l'individu à ce qu'il est. L'homéostasie, on cherche toujours le moindre effort. Il y a un moment, il faut être capable de mettre la pression et de faire comprendre la pression aux individus. La dernière chose,
pour moi, c'est la conquête de sa peur. Ça veut dire que l'individu qui réussit, c'est quelqu'un qui a appris à gérer ses peurs. Donc, en d'autres termes, ne pas montrer sa peur, ne pas l'accepter. Donc, faire de la peur, de la douleur, de la frustration des amis. C'est le seul moyen d'arriver vraiment au très haut niveau. Et ça arrive de l'entraîneur qui souffre beaucoup, parce que chaque défaite, c'est une petite mort pour l'entraîneur. C'est comme ça que moi je le vis. En tant qu'individu, je suis quelqu'un qui déteste perdre. Et surtout, s'il y a un contexte affectif derrière cette défaite. Et là, je ne dors pas, je ne mange pas, je peux faire 100 heures, 200 heures, 300 heures de vidéos et d'études. Ça devient une obsession de faire tourner, de gagner, de retourner et d'aller chercher. Pour moi, cette notion affective et une envie presque maladive de réussite, c'est deux ingrédients indispensables pour l'entraîneur de haut niveau. Parce qu'il y a sacrifice, il y a déception, il y a trahison, il y a plein de choses qui font la vie d'un entraîneur qui ne sont pas simples à gérer. Satisfaction de la carrière, niveau atteint avec les équipes que j'ai entraînées, par rapport aux moyens que j'avais à disposition. Déception, ne jamais avoir vraiment été médaillé ou avoir atteint le niveau mondial pour lequel j'ai travaillé, globalement. Ça veut dire que ma plus grande satisfaction reste quand même l'équipe d'Angleterre que j'ai entraînée, des joueurs qui n'avaient jamais joué au volleyball, et au bout de 4 ans, on a battu presque toutes les équipes de première division des pays comme la France, la Belgique, l'Allemagne et la Hollande. Et on a battu des pays qui étaient beaucoup plus forts, avec une plus grande tradition que nous. Comme on n'avait pas de gros résultats médiatiques, personne n'en a parlé, mais avec les moyens que j'avais, 50 000 livres par an pour développer le programme, c'était un très bon travail. Ensuite, avec l'équipe de France, on est arrivé 5e en Europe. Personne n'avait fait ça avant, et depuis, les filles ne se qualifient plus pour l'Europe. Donc, quelles sont les possibilités, quels sont les moyens, tout en sachant que nous, on n'a jamais eu les moyens que les garçons avaient, donc on n'a jamais eu le niveau l'ambition, la fédération n'avait jamais l'ambition de réussite qu'ils avaient pour le volley masculin. Donc, quelque part, j'aurais aimé aller à un plus haut niveau, mais bon, vu les moyens et les circonstances arrivées, finalement, il y a eu un grand développement. Mais moi, je dirais que satisfaction, l'entraîneur doit être satisfait de ce que deviennent les personnes après qu'ils aient quitté le système d'entraînement. Pour moi, ça reste l'un des fondamentaux du travail d'entraîneur. Ici, j'ai travaillé ici pendant des années. J'ai entraîné 60 filles, elles ont toutes joué en Pro A. Elles ont toutes un métier. Donc ça reste quand même, si on voit après, très peu. On fait des études, il y en a même qui n'ont pas le bac, sur les années qui ont suivi, et presque aucune des filles des générations après n'a joué en Pro A. Donc ça donne il y a un petit pourcentage à jouer en Pro A dans les générations d'après. Donc grande satisfaction. Après, l'insatisfaction de n'avoir pas su convaincre les filles qu'on pouvait vraiment gagner une médaille en Europe. Bon, c'est ça, pouvoir et limite de l'entraîneur. Pour moi, ce fameux truc de la poule et de l'œuf. Moi, je voudrais que les médias s'occupent de moi. Parce que sans médias, on n'a pas d'argent. Okay, d'accord ? Et sans argent, aujourd'hui, on ne peut pas faire de sport de haut niveau. Donc, il y a une relation directe entre médias et argent, médias et niveau, médias et capacité de se développer. D'un autre côté, les médias joueront un rôle intermédiaire. Je vais encenser quelqu'un qui est champion du monde tout en sachant qu'il y a anguille sous roche, et quand il se fait prendre,
c'est le plus grand des voleurs, c'est le plus grand des assassins, il faut le condamner. Donc, quelque part, il faut peut-être arriver à un positionnement plus sain, plus juste par rapport aux individus. Donc, l'idée, c'est ça, ok, bon, on va parler de Pantani pendant longtemps. Pantani. Bon, il est mort d'une overdose de cocaïne quelque part, brusquement, ok. C'est le sport tout entier, c'est tout le monde qui est coupable, c'est un tricheur, c'est un voleur, c'est un ceci, c'est un cela. Non, il faut, pour moi, c'est vrai, il faut légiférer, c'est vrai, il faut légiférer fortement sur les personnes qui donnent, mais bon, les médias doivent aussi dire la vérité. Donc, d'abord, qui fabrique ces produits dopants? Deuxièmement, à qui profite le crime? Et les médias, pour moi, auraient un rôle plus éducateur, plus mitigé. C'est-à-dire que ne pas tout encenser et tout détruire. Donc, en restant un peu plus neutre dans l'idée, etc. Les médias, par exemple, très simplement, regardez la quantité de matchs de foot qu'on a à la télévision. Okay? Il y a presque que ça. En Angleterre, vous vous plaignez en France, c'est rien comparé à ce qui se passe en Angleterre. C'est 10 fois pire. Parce que c'est là où il y a l'argent, les médias s'engouffrent totalement dedans. Deuxièmement, et le sport que je fais, le volleyball féminin, on n'arrive même pas à obtenir qu'on donne nos résultats à Stade 2, qui est une chaîne publique. Stade 2 ne donne pas les résultats des sports féminins. En Coupe d'Europe, une fois, parce que c'est un truc médiatique, mais les résultats des matchs de beaucoup de sports n'apparaissent même pas dans Stade 2, qui est une chaîne nationale qui devrait s'occuper de tout. Même les chaînes nationales sont dans la course à l'argent, dans la course à l'audimat, dans la course à que va dire Monsieur Tout-le-Monde. Donc on se rend compte tout de suite de l'impact du sport. On ouvre l'équipe, toutes les pages, de 5, 6, 7 pages sur le foot, et un quart de page ceci, 10 lignes sur l'autre, etc., etc. Et l'équipe reste quand même un journal intéressant, parce que c'est le seul journal de pays développés où on peut trouver presque tous les résultats de sport. Aux États-Unis, ça n'existe pas. C'est que les sports majeurs. Et même en Allemagne, je ne sais pas si ça existe, qu'il y ait un journal qui en fait, parle de tous les sports, un peu. Mais ce n'est pas suffisant, puisqu'il y a une dérive. Il y a quand même une grosse dérive par rapport au niveau du sport et ce qui se passe. Donc voilà un peu, moi, mon idée des médias. Indispensable, mais la plus grande dérive pour moi, c'est l'égoïsme. C'est-à-dire que quelque part, l'argent entraîne l'égoïsme et fait perdre la passion, donc on fait du sport business plus que du sport spectacle, en sachant que l'argent ne donne pas tout. Mais l'argent, pour moi, crée un contexte d'hypocrisie. Et donc, une grande partie de la spontanéité et de l'idéal du sport est perdue. Aujourd'hui, on parle beaucoup de dopage, mais il y a énormément d'hypocrisie derrière cette notion de dopage. Le joueur de volleyball en Italie, il gagne 600 000 $ pour une saison. Après, il va se faire encore 100 000 ou 150 000 $ avec l'équipe nationale. Donc, il y a des enjeux. 750 000 $ pour une saison, c'est beaucoup d'argent. Mais la contrepartie de ça, les joueurs de l'équipe de France, par exemple, peuvent, s'ils jouaient tout le temps, ils joueraient 51 semaines sur 52 dans l'année. Avec la charge physique que ça demande, nombre de sauts, nombre d'impacts, manque de récupération, problèmes sociaux et affectifs, il y a plein de sacrifices. Donc, quelque part, le corps n'est pas fait pour supporter des charges comme ça. L'être humain n'est pas fait pour fonctionner à ce niveau-là. Or, le système l'impose. Si l'équipe nationale n'est pas bonne, le niveau professionnel du pays descend. Et si le niveau professionnel du pays descend, on gagne moins d'argent. On a une carrière très courte. Donc, c'est toujours un cercle vicieux où chacun, les sponsors, où chacun veut tirer sur la corde au maximum.
le sponsor de club. Je donne de l'argent, je veux que mon nom soit sur le maillot dans un championnat de qualité le plus longtemps possible. L'équipe nationale il faut que le nom du pays soit là, il faut que la fédération se fasse de l'argent, il faut obtenir de l'argent, donc il faut qu'on soit performant. Donc on doit jouer dans la World League par rapport à la fédération internationale. Donc on est obligé de suivre le calendrier international. Résultat, les joueurs sont tout le temps sur la brèche. Donc on a des personnes qui jouent 7, 8, 9 ans, 50 semaines par an. Quel être humain est capable de supporter des charges, une intensité, une pression pareille? Est-ce que dans un environnement, on te dit « Oh, mon amour, on est entouré comme c'est pas possible », le médecin vient voir et dit « On te donne une piqûre de vitamine ». Que fait l'athlète? Je vous pose la question. Que fait l'athlète? Il est payé, on lui donne l'occasion d'être hypocrite et de ne pas savoir ce qu'il prend. Il faut légiférer sur la quantité de compétition. Et il faut légiférer, il faut sortir de l'hypocrisie qui valorise la performance d'un côté et qui va montrer du doigt quelqu'un de l'autre. Le sport ne se sortira pas si on ne sort pas, pour moi, d'une situation purement hypocrite.